Bonjour à tous et merci de nous suivre. Bonjour messieurs. Bonjour Patrick Pailloux, vous êtes délégué général de l'armement. Général Pierre Schill, vous êtes le patron de l'armée de terre. Bon, je dis ça comme ça, c'est chef d'état-major dans l'armée de terre, c'est peut-être plus chic. Et bonjour Emmanuel Levacher, vous êtes le dirigeant d'Arcus. C'est très bien de vous avoir parce qu'il y a quand même beaucoup d'actualités et surtout industrie, armée, DGA, vos trois maisons travaillent ensemble depuis quelque temps. Mais en fait, on s'intéresse à savoir un peu comment ça se concrétise. Parce que l'idée, est-ce qu'elle est juste de réduire les délais de production ou de garantir que finalement les outils soient conformes aux besoins des troupes ou bien tout simplement les deux. Général, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi les priorités de ce travail collaboratif? Ouais, moi, la priorité, elle est très clairement que la capacité arrive dans les forces. Qu'est-ce que c'est qu'une capacité? C'est des équipements, mais c'est aussi une doctrine, un entraînement et l'ensemble des moyens pour la mettre en œuvre. C'est une puissance de combat. Donc, évidemment, compte tenu de l'accélération de l'innovation, aujourd'hui, nous avons à travailler ensemble, et ça, on le fait depuis très longtemps, mais peut-être de changer un peu les choses, de les accélérer. Alors moi, j'ai ma part du travail. Il faut que j'accélère la façon dont j'exprime le besoin à partir des retours d'expérience, de l'esprit pionnier dans les forces pour avoir des idées. On a besoin d'accélérer l'expérimentation et ça, c'est beaucoup avec la DGA. Comment on passe de l'idée à une première réalisation et qu'on voit son application. Et puis, il y a besoin d'accélérer l'industrialisation. Et ça, c'est peut-être plutôt la question des industries, justement, pour que à la fin, la capacité arrive dans les forces rapidement. Alors Patrick Pailloux, on a l'impression que la DGA a un peu changé de visage parce qu'on l'a souvent critiquée pour être une administration assez lourde et là en fait tout paraît beaucoup plus fluide. Cette façon de faire fait ses preuves effectivement, vous le confirmez, vous le sentez vous au quotidien? Alors oui. Il ne faut pas qu'on perde notre ADN. Notre ADN, c'est quand même de savoir faire de l'armement qui fonctionne, l'équipement des forces. Aujourd'hui, on voit tout ce qu'on a réussi à faire depuis de nombreuses années. Et j'ai l'habitude de dire, quand on se compare, on se rassure. Donc, on a su faire par le passé. Après, compte tenu de ce qui se passe, il faut qu'on accélère. Et la bonne façon d'accélérer, c'est vraiment le travail intégré avec les forces. C'est ce qu'on essaye de développer avec ce que nous, on a appelé les centres experts référents. C'est extrêmement concret, c'est de dire, ok, dans un lieu, en province, dans nos centres, dans les centres des armées, on met ensemble des opérationnels, vraiment les gens qui utilisent les équipements, on met les ingénieurs et techniciens de la DGA, et puis on met les industriels, et là, on fait tout depuis la pensée, la conception, jusqu'à l'expérimentation et l'acquisition. C'est ce qu'on a fait au Proche-Moyen-Orient. Quand nos aviateurs se sont trouvés confrontés à des Shahed, on a dit venez aux industriels qui étaient capables de faire, venez dans nos centres, on va tester les solutions, vous allez les tester, on va lancer des équivalents Shahed, des cibles qu'on avait, et puis venez avec vos drones tueurs de drones, et puis on va les expérimenter. Alors les premiers essais ne marchaient pas, et puis on a renouvelé ça petit à petit. La nuit, ils faisaient du développement, ils modifiaient leurs équipements, et aujourd'hui on commence à avoir les premiers équipements qui permettent de répondre à ce besoin. Donc c'est ce travail qu'on a acquis. Donc c'est ce travail très intégré, depuis l'opérationnel jusqu'à celui qui signe le marché, et d'être capable de faire ça dans un délai très très court. Mais ça veut dire que en fait vous avez des petites équipes qui testent ensemble ponctuellement. Enfin c'est prévu, c'est régulier ou c'est un peu en fonction de l'état d'avancée des innovations? Qui veut général? Peut-être. On parlait tout à l'heure de l'accélération de la boucle. Pour accélérer la boucle, c'est probablement une des solutions, c'est d'avoir des équipes plus intégrées. Donc le travail, encore une fois, avec la DGA, de l'armée de terre avec la DGA et les industriels, ça a toujours existé. Aujourd'hui, on veut aller plus vite, donc on rapproche les équipes. Donc dans l'armée de terre, on a créé un grand commandement du combat futur pour améliorer cette rapidité et l'acquisition des capacités. Et un des outils qu'on a mis en place dans ce commandement du combat futur, qui lui est subordonné, c'est ce qu'on appelle des pôles exploratoires. C'est-à-dire qu'on a demandé à des brigades, par exemple la 11e brigade parachutiste, d'être le référent du combat dans la basse couche, c'est-à-dire contre les drones ou avec les drones prêts. Et bien, la DGA qui a mis en place des centres experts, on a une proximité
entre les unités de l'armée de terre et les correspondants identifiés de la DGA pour accélérer cette boucle, et c'est le cas aussi avec certains industriels. Emmanuel Levacher, en tant que président du J4, qui est d'ailleurs la puissance invitante de ce salon, on a beaucoup entendu les industriels dire oui, il nous faut des commandes pour pouvoir produire, etc. Certains commencent à utiliser leurs fonds propres, mais finalement, est-ce qu'il y a une accélération de cette façon de faire? Est-ce que finalement, il n'y a pas le choix? Ils sont obligés? Je crois que ce qui a été dit, c'est essentiel. C'est-à-dire ce trilogue avec l'État, la DGA et avec les armées, il a toujours existé, effectivement, mais il doit s'accélérer. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire pour rendre de plus en plus fluide en fait ces boucles vertueuses et rapides d'innovation, d'expérimentation, et on commence à le faire, et je pense que ça commence à porter ses fruits. Mais évidemment, expérimenter, innover, on peut le faire en partie sur fonds propres, on le fait aussi avec l'aide et l'incitation de la DGA. Par exemple, je prends un exemple qui nous est cher. Pour développer des systèmes anti-drones, il faut pouvoir tirer pour pouvoir expérimenter donc sur des champs de tir, donc avec l'aide et le soutien des services de l'État. Il nous faut aussi, bien sûr, parfois mettre un peu le pied à l'étrier, donc l'achat des premiers systèmes qui va permettre d'expérimenter avec le droit à l'erreur. Parfois, ça marche pas tout de suite, mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on y arrive à la fin. Donc, je pense que c'est essentiel qu'il y ait en fait ce petit coup de pouce quand même pour les industriels qui peuvent faire beaucoup de choses, mais quand ils sont petits, alors je parlais du J4, on est 80% de PME et de start-up, donc beaucoup n'ont pas les moyens ou les reins assez solides pour soutenir en fait cet effort sur leurs fonds propres, et alors les grands groupes les coachent, les accompagnent, mais aussi je pense que c'est important de laisser leur chance, et d'ailleurs ça se fait par des dispositifs d'achat et simplifiés, et aussi d'expérimentation. Donc c'est important qu'on arrive à faire évoluer un peu ces processus. Alors les conflits d'aujourd'hui font ressortir 2 points saillants, une dronisation à tout crin, et puis un besoin de frappe dans la profondeur, avec ces champs de bataille qui deviennent maintenant complètement transparents avec tous ces drones. Patrick Payoux, dans les conflits actuels, on voit que cette frappe dans la profondeur est une capacité vraiment décisive. Que fait la France en fait sur ce segment précisément? C'est un bon exemple de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois la capacité à répondre très rapidement et à la fois de disposer des outils de décision très performants. Donc je vais prendre 2 exemples pour être extrêmement concret. La première chose, c'est ce qu'on fait avec Renault et Turgis et Gaillard avec le projet Chorus. Donc l'idée, c'est de se doter d'une capacité très rapidement, on espère que ça fonctionnera à la fin de cette année, d'une capacité de frappe de munitions téléopérées, de capacité de frappe dans la profondeur. On parle là de 3000 km de profondeur, hein, avec une charge entre 200 et 450 kg. Donc c'est vraiment une arme de saturation pour un coût qui est dans la gamme 100 000 €, donc extrêmement peu cher. Donc se doter et donc de ces capacités qu'on va pouvoir utiliser massivement. Qui dit relativement très peu cher, ça veut dire qu'on pourra en avoir beaucoup. Puis à l'autre extrémité du spectre, on a ce que le président de la République a annoncé lors de son discours à Lille-Longue, c'est-à-dire une capacité balistique de frappe dans la profondeur. Donc là, on a changé complètement de domaine, on est dans la même distance, mais là, pour le coup, missile balistique extraordinairement performant. Donc là, on travaille les différents scénarios, les types de solutions techniques, quel booster on a, quelle trajectoire on a, est-ce qu'on a un glider, est-ce que c'est capable de résister à du brouillage, à quelle vitesse ça va arriver sur la cible pour que ça fonctionne correctement, quel va être le cercle de létalité. Donc on a tout ce travail extrêmement technique qui va ensuite nous permettre, et puis alors combien de temps il nous faut pour le produire, quel coût ça va faire, et d'identifier à la fin la bonne solution qui permettra à la fois aux armées d'avoir une arme de saturation avec Chorus et à la fois une arme de décision avec ses capacités balistiques. Et donc vous dites ça c'est pour la fin de l'année 2026? Alors ça, le Chorus c'est pour la fin de l'année 2026. La frappe balistique, c'est des projets plus long terme à partir de 2030 pour avoir fini d'avoir un premier objet de démonstration. Général, quelles sont les capacités drones que l'armée de terre a récemment acquises? Est-ce qu'elles ont des particularités précises? Elles n'ont pas de particularité précise. Les capacités de drones qu'on est en train d'acquérir, elles sont dans tous les domaines. Et cette année, nous achetons des dizaines de milliers de drones, plus 15 000 drones, et on va continuer à monter. C'est pour l'observation, pour l'attaque, pour des relais radio, pour rechercher des mines, pour sauver des blessés en apportant des kits, etc. C'est dans tous les domaines. Ce qui est très important de comprendre, c'est que tout le monde va avoir un drone. Donc, tous les soldats sont des opérateurs drones, et moi concrètement, tout groupe de combat, tout véhicule, une dizaine de personnes doit avoir des drones.
Et ça n'empêche pas que par ailleurs, il y a des unités qui vont être des unités 100% drones ou quasiment 100% drones. Nous sommes en train d'acheter des escadrons d'attaque de drones qui ont plusieurs centaines de drones qui sont automatisés et de plus en plus automatisés. Ces drones, ils sont partout. Ce qui est important, c'est qu'on acquiert les équipements et ces types de drones, mais qu'on acquiert aussi, qu'on apprenne à s'en servir. Et s'en servir, c'est pas seulement faire ce qu'on faisait avant en mieux, c'est aussi faire d'autres choses. Bien sûr, en prenant exemple sur les combats en cours, notamment en Ukraine, mais en réfléchissant aux autres perspectives dans lesquelles nous serions employés. Les drones sont omniprésents, c'est une réalité du champ de bataille, c'est donc une réalité du soldat aujourd'hui. Si je peux compléter, juste pour citer un exemple, on va commander cette année plus de 10 000 munitions téléopérées au profit de l'armée de terre. Donc cette année, commande de 10 000 munitions téléopérées. Ça commence à faire de la masse. Oui, la masse, très important, la masse. Une petite question sur le pacte drone qui a été lancé il y a 2 ans. Quel est le bilan en fait? Parce qu'on voit que les drones sont en train d'être pourvus dans les armées. Donc, Oui, l'idée c'était de fédérer et de motiver les entreprises. On avait plus de 150 entreprises qui se sont manifestées, qui ont développé des solutions. Et le résultat, c'est ce que disait le général. Finalement, des dizaines d'applications, des milliers de drones en service. Et j'ajouterais, le drone, c'est évidemment important. Ce qui va être aussi corrélé, c'est la lutte anti-drone, puisque évidemment, qui dit drone dit lutte anti-drone. Donc là, on progresse beaucoup aussi dans ces domaines. Et puis enfin, c'est le drone terrestre, c'est-à-dire le robot. Maintenant, qui devient, il suffit d'aller dans les allées du salon, il y en a partout. Donc ça devient aussi une solution, une préoccupation, pas forcément tout à fait mûre en termes de technologie et d'usage, mais qui arrive à très très grande vitesse. Dans 2 ans, je pense que vous verrez des drones terrestres, des robots partout. Et justement, même avant 2 ans, Général, il y a une unité totalement robotisée qui arrive là dès l'année prochaine, dès 2027, avec un nom mythique. Voilà, donc Pendragon, dès l'été 2027 et en liaison avec la DGA, l'AMIAD et l'ensemble des intervenants du ministère, mais aussi de l'industrie, nous allons montrer que nous avons une unité de combat robotique qui sera une combinaison de robots terrestres et de robots aériens qui inclura... c'est ça ? Qui travaillera globalement en essaim, qui sera capable de recevoir un ordre exactement comme si on donnait un ordre à une unité humaine, d'exécuter sa mission, des missions qui pourront être assez complexes dès le début, même si elles devront évoluer après, de protection, de surveillance, déjà un peu de combat, et de rendre compte exactement comme si c'était une unité humaine. C'est une démonstration d'une preuve de concept, mais qui est le point de départ d'une évolution qui va être majeure. Les drones aériens n'existaient pas. Bien sûr, ils existaient il y a déjà une dizaine d'années. L'armée française était d'ailleurs assez en avance sur les drones. Mais la multiplication des drones grâce à l'industrie du téléphone portable et des petits composants électroniques peu chers et à l'IA, ça date d'il y a 4 ans. Et donc moi, je suis prêt à parier que dans 5 ans, la robotique terrestre sera aussi omniprésente et aussi indispensable que l'est la robotique aérienne aujourd'hui. Rendez-vous à Eurosatory dans 2 ans, mais peut-être très rapidement avant. Merci en tout cas de votre participation, messieurs, et bon salon, et très bonne journée à vous tous.